vrai que si je reprends le Genius Act, qui est encore une fois concentré sur les stablecoins qui sont uniquement adossés au dollar, le Genius Act mentionne de manière très, très claire les réserves qui doivent être liquides et qui doivent être au maximum à 93 jours. Donc c'est vrai qu'on a un vrai risque sur les liquidités à court terme, c'est très vrai. Et quand je regarde Tether, d'après les chiffres du Trésor américain, Tether fait partie des plus gros détenteurs d'obligations souveraines américaines. Probablement du top 20 détenteurs d'obligations américaines. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Il est toujours l'heure de poursuivre l'esprit de notre émission, c'est-à-dire vous donner les clés les plus intelligibles possibles pour comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, comprendre les marchés financiers ou la finance dans son ensemble. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Marion Labouré. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup, Marion, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes senior stratégiste chez Deutsche Bank Research. Vous êtes également professeur à Harvard et vous avez écrit un livre, Democratizing Finance, aux éditions Harvard University Press. Et vous êtes surtout spécialiste des questions monétaires, de la tech et des paiements. Marion, en ouverture de votre intervention, qu'est-ce que la monnaie pour vous ? Alors, c'est une très bonne question et effectivement, c'est important pour probablement commencer par définir qu'est-ce que la monnaie, quelles sont les différentes monnaies qui existent. La monnaie a pour but de payer. En théorie, une monnaie est plutôt stable, donc pas vraiment volatile, et c'est aussi une façon de compter, unit of account. Et il existe plusieurs sortes de monnaies. La monnaie que je qualifierais de publique, cette monnaie est émise par une banque centrale. Donc, je pense par exemple au dollar, à l'euro, au cash. Donc, on a la monnaie physique émise par banque centrale et on a la monnaie numérique émise par les banques centrales. Et on en reviendra probablement sur ce sujet, mais c'est là où on parle de l'euro numérique, par exemple. Et après, on a la monnaie qui est non émise par une banque centrale, donc par un acteur, par des entreprises, une entreprise. Et par exemple, dans cette catégorie, on a tout ce qui est stablecoin, qui sont des coins qui sont stables par définition. Parce qu'adossées à une valeur de référence, à un collatéral. Parce qu'elles sont adossées à un collatéral et il y a plusieurs collatéraux qui sont possibles. On en reviendra probablement dessus. On en parlera effectivement, oui. Mais du coup, les stablecoins sont de la monnaie, mais non émise par une banque centrale. Et après, on a ce que je ne qualifierais pas comme monnaie, tout ce qui est crypto. Le Bitcoin. Comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, c'est très volatile. Parce qu'on ne peut pas payer avec. La notion première, c'est le paiement. Absolument. On ne peut pas payer, c'est très volatile et ça ne satisfait pas les conditions pour un économiste. Théorique d'une monnaie telle qu'elle est définie, donc vous dites comme un moyen de paiement en fait. Finalement. Absolument. Ok, vous dites. Donc du coup, crypto-monnaie, j'ai beaucoup de mal avec le terme. Crypto tout court. Je dirais plus crypto-asset, mais on peut parler de crypto-monnaie pour faire les choses plus simples. On va parler de la reine des crypto-monnaies, si je puis dire, du Bitcoin. Le Bitcoin qui a perdu plus de 30% sur un an, c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on explique ce qui semble être désormais une tendance de fond, c'est-à-dire une tendance baissière ? Quels en sont les principaux fondements, Marion ? Alors, c'est une très bonne question et c'est important de revenir sur ce qui s'est passé sur les événements récents et différencier les événements plus fondamentaux, structurels. Donc, si je reviens sur les événements plus récents, la baisse a commencé en octobre. Il s'est vraiment vu en novembre. Et la première raison, c'est que finalement, en octobre, on a atteint des sommets records pour le Bitcoin à $120 000 pour Bitcoin. C'est phénoménal, exceptionnel en termes de valeur. Et on a commencé à avoir une baisse des ETF, de la demande pour les ETF. Les ETF, c'est en gros, ce sont les particuliers qui, via des véhicules spécifiques, pouvaient investir dans l'or. Donc, un produit très standardisé par lequel il est beaucoup plus facile d'accéder au Bitcoin, aux crypto-monnaies, que par l'achat directement des Bitcoins. Donc, on a vu une baisse des ETF en novembre, en décembre, en janvier.
Donc ça, c'est plutôt côté investisseur. On a aussi vu une baisse de la demande sur côté consommateur. Par exemple, tous les mois, on conduit une recherche, on fait une recherche à Deutsche Bank. On avait 17% des Américains qui investissaient dans le Bitcoin en juillet, alors qu'en décembre, on était descendu à 12%. Donc on voit vraiment une baisse d'optimisme à la fois de la part des consommateurs, à la fois de la part d'institutionnels. Et plus récemment, on a vu d'autres facteurs qui se sont ajoutés à ça. Comme la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed, comme certains résultats macro qu'on a eus aussi qui ont joué, comme le fait que les cryptos sont quand même assez corrélés au marché equity. On a vu une grosse tendance baissière ces temps-ci, notamment sur tout ce qui est software. Et sur la tech, en fait, on était sur le Nasdaq, il y avait une corrélation importante avec le Nasdaq. Absolument, bien que la corrélation ait diminué. En octobre, on était à entre 45 et 50% de corrélation entre les cryptos et le Nasdaq. Et là, on est plutôt à 15% au niveau de la corrélation Bitcoin et Nasdaq, et Bitcoin S&P d'ailleurs, qui est à peu près la même. Ok, donc c'est parce que 2024-2025, on s'est tous posé la question de savoir ce que c'était que le Bitcoin. Est-ce que c'était une valeur refuge? Ça a joué le rôle de valeur refuge à certains moments. Est-ce que c'était un actif volatile, un actif risqué, comme la tech américaine? Aujourd'hui, on est capable de dire que c'est un actif risqué en conséquence? Alors, ça a toujours été un actif risqué, et on le voit d'ailleurs, parce que si je reprends la tendance d'un petit peu plus long terme de ce qu'on a vu, on a vu en termes de capitalisation boursière, le Bitcoin a explosé durant les années Covid. 2021, ça a commencé en 2020, 2021, ça a continué d'augmenter. Et il y a eu un crack. Et il y a énormément d'investisseurs particuliers qui se sont fait rincer. Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est que si on se rappelle un peu du contexte macro, on a eu le choc Covid. Et à ce moment-là, la Fed a baissé énormément ses taux. On a eu des taux proches de zéro. Et le marché equity, du coup, a eu exactement a explosé, et le Bitcoin, qui est un asset assez risqué, a bénéficié de la baisse de la masse monétaire qui était... Et on voyait d'ailleurs très bien que la corrélation entre les taux de la Fed et celle du Bitcoin était extrêmement élevée à ce moment-là. Et quand la Fed a d'un coup augmenté ses taux, là on a eu l'effet inverse qui s'est produit, où le prix du Bitcoin a subitement diminué en 2021. Pourtant, dans un environnement réglementaire plutôt favorable, avec une administration américaine plus que favorable aux crypto-monnaies, avec un Genius Act qui valide le rôle des stablecoins comme actif finalement centralisé d'une certaine façon, ça n'a pas été suffisant pour maintenir les cryptos. Alors, si je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé, donc 2021, on a une baisse. 2020, 2021, 22, 23... on a ce qu'on appelle un hiver crypto avec quelques entreprises. FTX, c'est ça? FTX, puis d'autres qui sont liquidés, qui se sont liquidés, exactement. Et à partir de 2023, on a une deuxième bulle qui commence. Et spécifiquement, je dirais autour d'octobre, novembre 2023, où si on se rappelle, un Bitcoin, c'était autour de 30 000 $ à ce moment-là. Donc, c'était quand même très, très bas par rapport à l'heure actuelle. 2 fois plus bas, plus de 2 fois plus bas. Et à ce moment-là, octobre-novembre, les investisseurs commencent déjà à anticiper le fait que la SEC va approuver l'ETF du Bitcoin en janvier. Donc, c'était déjà pricé par les marchés, d'où le fait qu'on commence à voir une légère hausse. Janvier, la SEC en 2024 approuve le Bitcoin ETF. En 2024, en avril, on a aussi le halving qui se passe sur les bitcoins. Et là, on voit que les prix commencent à augmenter. C'est toujours la même chose qui se passe. Tous les 4 ans, on a ce process de halving. Et les prix commencent à augmenter 1 an avant et continuent d'augmenter 1 an après. Donc, c'est une grosse tendance de fond qu'on voit. Durant l'été, le président Trump est extrêmement positif. On voit beaucoup de signaux positifs envers l'industrie. Il est élu en novembre, ce qui rend les marchés absolument euphoriques. En janvier 2025, il arrive au pouvoir. Les marchés sont assez euphoriques.
finalement, au début, il n'y a pas beaucoup d'annonces, malgré le fait qu'il annonce. C'est vrai, il met même plutôt de côté. La communauté crypto était même déçue à ce moment-là de voir que finalement c'était peut-être juste un programme électoral, une promesse électorale. Exactement, c'était plutôt perçu comme une promesse. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais il fait quand même l'effet d'annonce de la réserve Bitcoin. Donc ça reprend un peu d'entrain. Mais ça baisse et ensuite en juillet, il décide de signer le fameux Genius Act qui porte sur les stablecoins. Mais on a vraiment vu une croissance explosive, encore une fois, entre 2023 et 2025, octobre 2025. Les prix ont vraiment explosé. Encore une fois, en 2023, on était à $30 000. On allait chercher les 120. On était à $120 000. En octobre, c'est x4. Donc en termes de tendance de fond, il y a des vrais facteurs fondamentaux qui expliquent cette croissance, mais à eux seuls, ne peut pas expliquer une croissance aussi fulgurante. Donc il y a un vrai effet psychologique aussi. Ce que j'appelle un effet d'entraînement, le FOMO, c'est ça que vous voulez dire? Je pense plus au Tinkerbell effect, à cet effet Peter Pan ou wishful thinking, ou le fait que quand les gens y croient, même si c'est pas backé par quelque chose, c'est adossé absolument à rien. Les gens y croient et ça porte aussi une valeur très psychologique. On parle du Genius Act, donc c'est 18 juillet, je crois, 2025. Est-ce que c'est comparable au Nixon Shock de 1971 quand on a mis fin aux accords de Bretton Woods? Est-ce que finalement ça va avoir un impact historique sur l'ordre monétaire mondial, selon vous, le Genius Act? Alors, je n'irai pas jusqu'à là. Je ne pense pas que ça soit une rupture totale comme le Nixon Shock que vous avez mentionné. Non, je pense qu'on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Après, là où il y a une vraie rupture, c'est sur les moyens de paiement, où finalement les stablecoins sont des monnaies, si je peux les qualifier de monnaies privées, et le secteur privé prend plus de poids dans le monnaie des paiements actuels. Alors justement, vous parlez du secteur privé. Est-ce que pour Washington, a délégué au secteur privé une forme de diplomatie financière avec les bitcoins, avec les stablecoins, pardon? Alors, pour en revenir sur les stablecoins, quand on parle de stablecoins, on parle de l'idée de stablecoin, c'est des coins qui ont été créés pour être beaucoup plus stables que le bitcoin. Le bitcoin étant très, très volatile. Parce qu'adossé au dollar. Il y a 4 façons de les rendre... il y a 4 façons de les adosser, ces stablecoins. On peut les adosser à d'autres stablecoins, on peut les adosser à des cryptos, on peut les adosser à des algorithmes, on peut les adosser à des securities, à des commodities, comme l'or, l'argent, etc. On peut les adosser à ce qu'on appelle des monnaies. Et ça peut être une monnaie, comme le dollar, ou ça peut être une basket, plusieurs monnaies, comme le dollar et l'euro. Une sorte de dollar index, en fait. Absolument. Et là, ce qu'on voit dans les stablecoins, c'est qu'il y a 99% des stablecoins qui sont adossés uniquement au dollar. Donc, il y a quand même une vraie suprématie du dollar dans les stablecoins. Et on parle beaucoup d'acteurs privés, ce qui est vrai sur les stablecoins, mais elles sont quand même adossées à part avec le dollar. Il y a 2 acteurs américains, on ne va pas les citer, mais qui détiennent 90% de ces 99% de stablecoins adossés au dollar. Est-ce que ces 2 acteurs renforcent la suprématie du dollar? Alors, encore une fois, pour en revenir, c'est un marché comme le marché des cryptos, qui est extrêmement concentré. Le marché des cryptos, on a entre 55 à 60% de la market capitalisation qui est uniquement le Bitcoin quand on parle de crypto. Stablecoin, qui représente à peu près 8%, dans les jours, à peu près 8% de la market cap totale des cryptos. On a 2 acteurs, comme vous l'avez mentionné. On a Tether qui détient 60% de la market cap, ce qui est absolument gigantesque. Et on a Circle, qui détient à peu près 20% de la market cap à l'heure actuelle. Donc, 2 acteurs détiennent 80% de la market cap. 2 acteurs américains. Circle est américain. Tether, j'en suis un peu moins sûr. Ok. Mais donc justement, ces 2 acteurs, est-ce que... donc on comprend que les stablecoins pourraient créer un risque systémique, puisque quand on parle crypto-monnaie, on pense beaucoup au fait que ce soit une monnaie encore très fragile, susceptible d'être hackée. On pense beaucoup, alors
dans la recherche, on parle beaucoup de la Corée du Nord. Est-ce que finalement, on fait pas les stablecoins ne font pas courir un risque systémique à l'économie mondiale? Alors, je n'irai pas jusqu'à là. D'accord. Je pense que ça va on va un petit peu loin. En revanche, c'est vrai que si je reprends le Genius Act, qui est encore une fois concentré sur les stablecoins qui sont uniquement adossés au dollar, le Genius Act mentionne de manière très très claire les réserves qui doivent être liquides et qui doivent être au maximum à 93 jours. Donc c'est vrai qu'on a un vrai risque sur les liquidités à court terme, c'est très vrai. Et quand je regarde Tether, d'après les chiffres du Trésor américain, Tether fait partie des plus gros détenteurs d'obligations souveraines américaines. Probablement du top 20 détenteurs d'obligations américaines. Donc effectivement... Donc il y a un risque de ce côté-là. Je crois qu'ils sont 17e détenteurs de mémoire. Mais c'est gigantesque. Donc ça veut dire que finalement la dette américaine pourrait devenir illiquide d'une certaine manière. Alors, si ce hack venait à prendre lieu. Alors, ce à quoi on s'attend effectivement, c'est que le Genius Act pousse de plus en plus les issuers de stablecoins, comme Circle, comme Tether, de tenir de plus en plus de dettes à court terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui est à quoi on s'attend. À quoi vous vous attendez? Donc c'est un risque qui peut se matérialiser. Un autre risque qui pourrait exister, c'est pour les autres monnaies. On pense notamment à l'euro. Est-ce que les stablecoins émis en dollars pourraient érodent la souveraineté de l'euro actuellement? Alors, encore une fois, je pense que les stablecoins, il faut revenir aussi sur quel est le use case des stablecoins avant de parler de souveraineté et essayer de faire si ça érode d'autres pays. Et quand on regarde le use case des stablecoins à l'heure actuelle, on a quand même à peu près, les chiffres varient, mais 85% des stablecoins qui sont uniquement pour accéder à l'univers des crypto-monnaies. Donc, ça reste très, très concentré sur les crypto-monnaies. Dans les pays comme, je pense à l'Europe, aux États-Unis, au Japon, où ces pays-là bénéficient d'une monnaie qui est relativement stable, on n'a pas beaucoup de personnes qui utilisent les stablecoins encore à l'heure actuelle. Là où je vois plus un vrai use case, c'est éventuellement pour les pays émergents qui bénéficient de plus de volatilité dans leur monnaie, avec une probabilité d'instabilité politique, avec des contrôles sur les capitaux. Effectivement, pour ces pays-là, il y a plus de use case. Mais pour les Pensez pays... aux BRICS, en gros. Pas forcément. Non, je pense que l'Yuan est quand même assez stable. Donc, non, je pense pas forcément aux BRICS, mais plus à certains pays émergents. Ok. Donc on comprend. Pour résumer très rapidement, parce qu'on va arriver à la fin de votre intervention, Marion. En gros, donc les stablecoins, c'est un moyen de paiement. Certaines statistiques que je ne reprendrai pas peuvent laisser supposer que nous nous dirigeons vers un monde finalement sans cash. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, vous? Alors, ce qu'on observe très clairement, c'est qu'effectivement, le cash en tant que moyen de paiement diminue fortement. Et on a vu ça en 2020, 2021, 2022. Je pense que Covid a été un excellent propulseur de cette baisse du cash et cette transition vers les moyens de paiement. Donc, on l'a vraiment vu durant Covid. Après, est-ce que le cash va disparaître? Non, je ne pense pas. On s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de pays où les gens aiment beaucoup payer en cash. Par exemple, en Allemagne, le cash est toujours très présent. Au Japon, il est toujours très présent. On a aussi une deuxième catégorie de problèmes qui est l'inclusion financière. Tout le monde n'est pas inclus financièrement, tout le monde n'a pas de compte bancaire. Et on aura toujours besoin de cash pour les gens qui, malheureusement, n'ont pas de compte bancaire. Et la troisième raison pour laquelle aussi le cash n'est pas prêt de disparaître, et la BCE l'a dit très très clairement, même si on avait un euro numérique, que le cash ne disparaîtrait pas, c'est qu'est-ce qui se passe si on a un problème de cyberattaque. Et l'euro numérique, alors, ça reste une chimère ou il y a réellement quelque chose qui est en train de se faire? Alors, l'euro numérique, on a deux sortes d'euro numérique. On a l'euro numérique pour les consommateurs, donc celui-là fait son chemin. Une partie, d'ailleurs, a été encore approuvée par le Parlement cette semaine.
On espère que l'euro numérique probablement sera approuvé d'ici la fin du premier semestre de cette année. Et effectivement, c'est en bonne voie pour que l'euro numérique soit probablement live en 2029, 2029. Ok. Rien n'a été approuvé encore Ok. à ce stade, donc on n'en est pas sûr. Néanmoins, je pense qu'on a beaucoup de signaux positifs Mhm. qui vont dans cette direction. Après, on a l'euro numérique pour Les banques centrales, pour la banque centrale. côté wholesale, pour les entreprises. Ok. Et celui-là, effectivement, l'industrie est assez positif. Mm. Et celui-là aussi fait son chemin. D'accord, donc a priori, c'est en train de... on phosphore autour et on est en train de le créer. Donc ça devrait arriver. Dernière question, Marion. J'ai pas compris ce qui se passait en Chine. Certains analystes disent que très récemment, la Chine a autorisé les entreprises et les ménages locaux à investir dans les stablecoins adossés au yuan, évidemment. D'autres analystes disent que non, au contraire, ce qui a été le cadre réglementaire qui a été pondu très récemment verrouille encore plus l'accès. Vous, qu'en pensez-vous? Alors, je pense que pour en revenir au contexte général qu'on a, on a vraiment un monde, deux façons de voir différentes côté Chine, côté États-Unis. Donc, on a les États-Unis ont décidé d'aller vers la voie stablecoin, qui est une voie où on a des acteurs privés qui émettent de la monnaie, mais avec une market cap de 99% sur le dollar. Donc, ils ont un vrai, je dirais, first mover advantage à ce niveau-là. Et la deuxième voie, qui est la voie plutôt monnaie de banque centrale numérique, on appelle ça CBDC. Et là, c'est la voie que la Chine a privilégiée depuis des années. La Chine a commencé le projet Digital Yuan en 2014, a commencé à conduire des pilotes en 2020. Maintenant, c'est live. La plupart des gens peuvent en acheter. Les citoyens, certains citoyens sont même payés en Digital Yuan. Donc, c'est vraiment la voie qui a été privilégiée par la Chine. Donc, dire que la Chine a verrouillé l'accès aux digital assets, c'est totalement erroné. Alors, ce que je dirais vraiment, c'est que les États-Unis mènent la danse côté stablecoin. Et encore une fois, pour des raisons très stratégiques, parce que ces stablecoins sont adossés alors, au dollar. Au dollar. Et la vraie question à l'heure actuelle, c'est une question d'infrastructure. C'est au-delà d'une question de monnaie, c'est qui contrôle l'infrastructure derrière. On a publié un très beau papier d'ailleurs il y a 2 semaines sur le sujet des infrastructures, parce que les grandes infrastructures sont contrôlées encore par les Américains. On a SWIFT, on a CHIPS. On a même les stablecoins, les acteurs privés. À la fin, on revient encore à l'USD. Okay. On en revient encore à l'USD. Merci beaucoup, Marion, d'avoir été avec nous ce matin. Marion Labouré, vous êtes senior stratégiste chez Deutsche Bank Research. Vous êtes prof à Harvard. Vous avez écrit un livre qu'on conseille évidemment à tout le monde, Democratizing Finance, aux éditions Harvard, Université Press. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre page YouTube TV Finance. Et écoutez, j'ai été ravi de vous accompagner encore cette matinée. Et c'est Roselyne Pagès qui vous accompagnera dès lundi prochain pour une nouvelle semaine de décryptage et d'analyse. Je vous souhaite un excellent week-end.